podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'Hassen, un jeune homme du nord de la France qui s'est installé à Paris récemment. On est en 1989 et il y a découvert le verlan qu'il a tout de suite adopté. Il nous donne une vraie leçon sur cette façon de parler, popularisée par Renaud avec sa chanson « Laisse béton » en 1978. Allez, on écoute le cum. Mais au fait, comment on dit macho en verlan ? Alors, premièrement, ce n'est pas une langue, mais un phrasé, un style qui s'insère dans tous les niveaux d'expression de la langue française. Deuxièmement, je ne le parle pas couramment, j'emploie quelques mots de verlan dans des contextes bien précis. Et c'est un mode d'expression que j'ai découvert récemment, c'est-à-dire en venant du Nord, dans la région parisienne, à travers des boutades, quoi, de copains, de camaraderie. Alors, est-ce que tu as eu l'impression que ce verlan était utilisé comme un mode de reconnaissance d'une génération ou d'une certaine forme d'être, ou est-ce que tu penses que ça a évolué, justement, cette manière d'utiliser le verlan ? On n'utilise plus le verlan pour se démarquer, pour provoquer, mais tout simplement pour inconsciemment ou consciemment se dire que la langue ne doit pas être un carcan. C'est-à-dire qu'on puisse utiliser différents niveaux de style et pouvoir parler sans pour autant utiliser le langage formel. Par exemple, en sortant de cours, on parlera plus facilement en verlan que dans le langage conventionnel. Tout simplement pour pouvoir exorciser, et étant donné qu'on vient de subir 1 à 2 heures de cours dans un langage soutenu, on va parler verlan pour justement exorciser les 2 heures de cours qu'on vient d'avoir. Donc on ne dira pas « Putain, qu'est-ce que la prof a été lourde », mais « La feu pro, elle a été de lourd ». On peut aussi parler verlan pour attirer l'attention. Donc pas par provocation, mais pour attirer l'attention. Si on est un groupe de copains ou de copains et de copines dans la rue et qu'on veut parler d'une fille, on dira t'es mal les beuges de la nana, au lieu de dire regarde les jambes de la fille. Et ce sera pour attirer l'attention et non pas pour créer une sorte d'intimité au sein du groupe. Donc ce ne sera pas pour écarter cette personne du groupe, mais au contraire pour l'insérer à travers le verlan, ce qui ne se faisait pas il y a quelques années à mon avis. Est-ce que tu peux nous dire quels sont d'après toi le fonctionnement de ce style ? Parce que très souvent, on dit le verlan c'est mettre à l'envers, tout simplement, la langue française. Mais c'est bien d'autres choses que ça, évidemment. Il y a 36 000 façons de mettre un mot français à l'envers, mais on ne peut pas le faire n'importe comment. On dira comme au lieu de dire mec, on ne dira pas m, ou autre chose. Donc il y a des normes qui s'insèrent à l'intérieur de ce style. On ne le fait pas n'importe comment. Ça veut dire qu'on ne peut pas échapper à la norme d'une certaine façon ? Non. On peut essayer de trouver des ramifications dans ce style de langage. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, faire des abréviations. Au lieu de dire la teuvérie, ce qui veut dire la vérité, on peut dire la teuve. Mais c'est une abréviation. C'est-à-dire qu'on part de la norme, on fait une abréviation et on le parle. Mais on ne peut pas inventer un nouveau verlan. Le verlan c'est aussi une institution, tout comme la langue française dite conventionnelle. Est-ce que tu sais d'où ça vient ? Il me semble que c'était une langue qui, paraît-il, de pêcheurs ou d'agriculteurs, je ne sais pas, dans des temps reculés, mais je ne sais pas du tout. Est-ce que tu as des expressions en verlan que tu affectionnes particulièrement ou des circonstances où tu aimes particulièrement les utiliser ? Des mots que j'affectionne particulièrement. C'est pas que je les affectionne particulièrement, c'est qu'ils se sont carrément... que je m'en suis imprégné. C'est-à-dire que je dis plus facilement une meuf qu'une fille. Je dis plus facilement un cum qu'un mec et je dis plus facilement... je sais pas moi, un DEP qu'un PD, par exemple. Mais je m'en suis imprégné inconsciemment. Mais je ne les affectionne pas particulièrement, non. Et une meuf et une fille, c'est pas pareil ? Quelle est la différence entre les deux pour toi ? Je dirais une fille pour une personne que j'aurais envie de connaître, de séduire. Par contre, je dirais une meuf pour une petite minette que je verrai devant moi. Donc, je n'utilise pas le verlan dans tous les cas. D'autre part, en dehors du verlan, tu dis que tu affectionnes tous les jeux sur la langue. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement un adepte du verlan, mais que c'est beaucoup plus ouvert que ça, et que tu te permets tout à fait d'autres jeux, et que tu aimes aussi inventer des expressions, plutôt que d'utiliser justement les expressions toutes faites du français dit conventionnel. Oui, tout à fait. Le verlan ne suffit pas.
Enfin, du moins, il ne suffit pas quand on ne le parle pas couramment, mais on peut trouver des expressions, allier des mots, inventer des expressions du style, on peut dire mais bon sang, mais bien sûr a-t-il, c'est-à-dire prendre une expression et rajouter des connotations verbales ou grammaticales pour pouvoir jouer avec le langage, pour ne pas justement s'enfermer dans un carcan, tout simplement. Il y a des expressions que j'aime bien utiliser. Par exemple, je peux dire, ouvrez les guillemets avec des pincettes, prendre mon courage à deux mains, au lieu de dire je vais aller pisser. Tout simplement pour pouvoir inciter les gens à me poser une question et donc instaurer une véritable communication qui ira au-delà de la communication superficielle. Si je dis je vais aller pisser, personne ne me posera de questions. Donc j'aurais parlé dans le vent. Mais si je dis je vais prendre mon courage à deux mains, il se trouvera peut-être des gens pour me dire mais que veux-tu dire par ça ? Il y a aussi une autre chose qui est intéressante, c'est que comme tu es né dans le Nord, tu as eu aussi une approche intéressante de la langue française, dans la mesure où tu as pu faire des comparaisons entre la langue française que tu as entendue dans le Nord et puis la langue d'origine familiale qui est la langue arabe parlée en Tunisie. Alors voilà, ça se situe au niveau de la musicalité justement de ces dialectes, pour ne pas dire langue. C'est que il y avait dans le Nord un aspect de la langue qui était assez rêche, qui correspondait un peu à l'aspect rêche des langues maghrébines, surtout la langue algérienne. Bon, moi je suis tunisien, mais surtout la langue algérienne. Et dans le verlan, on retrouve cet aspect rêche. Donc je pense que si les jeunes beurs, puisqu'on les appelle comme ça, affectionnent ce mode d'expression, c'est peut-être inconsciemment pour retrouver cet aspect rêche de la langue parlée dans la famille. Je pense que la langue française est une langue qui est extraordinaire, mais en même temps, une chose que je peux lui reprocher, c'est d'être beaucoup moins mobile, beaucoup moins malléable que d'autres langues européennes, comme l'anglais par exemple, où on peut se permettre de la changer. La langue anglaise est assez cyclique, on peut la changer tous les 2 ans par exemple, parce que la langue française est quelque chose d'assez stable. Et c'est un peu dommage du fait que les gens n'arrivent pas à comprendre, par exemple, que les anglicismes viennent s'insérer dans la langue française, ou qu'on entend dire des gens, on entend parler de la dégradation de la langue française, alors qu'ils ne comprennent pas qu'il y a en fait un enrichissement de la langue française de par tout l'aspect cosmopolite de la France en ce moment. C'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.